Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans l'autre pièce. Carla, Neige, Terence, Philippe, Butter, Tolkien, nous allons tous bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi 31 mai 2025 et il est déjà 23h11. Et je parle bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Là, j'aime bien faire un petit peu la voix style Casey Miller dans South Park, le personnage qui fait un petit peu la voix dans un seul épisode, qui veut être celui qui parle au micro dans l'école, mais finalement ça va être Cartman. Le fameux épisode, je crois, c'est Danse avec les Schtroumpfs, duel entre Cartman et Wendy, et ça part complètement en vrille avec des références évidemment au film où il y a eu deux films. Mince, comment ça s'appelle? Avatar. Bref, rien à voir avec tout ça, avec le film ce soir. Ce soir, on a regardé un DVD, évidemment. On a regardé un film un peu moins culte que son film d'origine. On a regardé la film d'un film mythique. On avait regardé il n'y a pas si longtemps que ça le film Blade Runner édition Director's Cut. Et alors finalement, ce soir, on a regardé la suite, Blade Runner 2049. Alors il faut savoir que le premier film Blade Runner avait été réalisé par Ridley Scott et c'était en 82. Et ce film-là a été réalisé par Denis Villeneuve, qui est aussi connu notamment pour les films modernes Dune qu'on n'a pas encore regardé, et d'autres films, je crois, je ne sais pas lesquels encore. Jacques Villeneuve? Non. Donc du coup, alors le film, j'aime bien la jaquette un peu style bleu, rouge, un petit mélange de couleurs, ça fait penser un peu au choix de pilule à Matrix. Ouais, mais non. Non, parce qu'il y avait un film avec Van Damme de science-fiction qui était un peu troll parce que ça laissait présager qu'il allait avoir Jean-Claude Van Damme et puis finalement il apparaissait jamais et au moment où il apparaît, c'est 3 secondes avant de mourir, donc ça n'avait aucun sens. Non, c'est parce que sur la... Ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Non, on a sur la jaquette du film, on voit Harrison Ford, et finalement, pendant longtemps, on se dit qu'il va peut-être jamais apparaître dans le film, mais en fait, si, quand même. Alors, pour reprendre un petit peu, parce que c'est difficile de voir le film Blade Runner 2 ou 2049 sans avoir vu le premier, puisque c'est quand même la suite directe. La suite directe est quand même longtemps après. Parce que les deux films, il y a eu un gros écart entre la réalisation des deux films, mais également dans l'histoire. Il y a eu un gros écart aussi dans l'histoire. Les personnages ont vieilli et on s'en rend bien compte. Comment? Ouais, 20, 30 ans, je sais plus. La technologie a quand même pas mal évolué aussi. Alors, ouais, le premier film se passait en 2019, à midi Zou, et ce film-là en 2049. Donc 2049 moins 2019, ça fait beaucoup d'années. Bah oui. Je fais pas celui qui sait pas compter, j'aime bien. Bon, bref, si je peux quand même parler du film à un moment donné, ça serait bien. Alors, donc, pour résumer rapidement en quelques mots le premier film, Blade Runner, c'est un nom donné à des chasseurs de réplicants. Les réplicants sont des... Comment ? Les réplicants sont des êtres qui sont pas vraiment des humains, mais qui sont presque considérés comme des androïdes, des cyborgs, mais ils n'ont pas non plus de partie mécanique. C'est un peu comme des créatures, des créations, enfin des êtres créés artificiellement, mais voilà, par incubateur, mais qui sont pas vraiment humains, mais pas vraiment machines, donc mais qu'ils ont quand même des capacités un peu presque surnaturelles par rapport à un être humain, notamment quand on voit dans le deuxième film un répliquant passer carrément à travers les murs sans que ça efface rien. Donc bon. Les réplicants donc ont été créés à la base pour servir de main d'œuvre aux hommes dans les mines et également pour modèle de loisirs. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu une rébellion, donc ça se passe avant le premier film, c'est rapidement résumé. Et finalement, les réplicants rebellés sont traqués et éliminés. Et finalement, ils ont fait une espèce de règle, de loi,
qui fait que tout répliquant qui contrevient à ce qu'il est censé faire ou aux endroits où il est censé être a le droit d'être exécuté, et parfois même les policiers décident de faire exécuter des répliquants sans aucune raison. Bref, il y avait quand même une grosse discrimination, et du coup les policiers qui ont le titre de Blade Runner, de chasseurs de primes, ont pour mission d'exécuter les répliquants, et c'est ce qui va être un peu l'enjeu du premier film, sauf que évidemment la situation n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît, évidemment il va y avoir également un début de naissance d'amour entre un personnage, un chasseur, et un des personnages qui est censé être sa cible, on va avoir à la fin du premier film une fin légèrement ambiguë selon la version du film que l'on regarde, puisqu'il y a eu plusieurs montages, sans savoir réellement s'il allait l'aider ou l'exécuter, du moins si on regarde la version Director's Cut. C'était un petit peu ça le premier Blade Runner. Bon, après le film est beaucoup plus complexe, vraiment ça serait un tort de le résumer rapidement, mais forcément il faut que je vous en parle pendant quelques mots avant de partir sur ce deuxième film qui se passe bien plus tard. Le chasseur, le Blade Runner du premier film, qui s'appelle Descartes, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Au début du film, on a un nouveau Blade Runner. Cette fois-ci, le chasseur est également un répliquant qui chasse ses confrères et qui les élimine. Évidemment, il travaille en collaboration avec la police. Sauf que à un moment donné, il va s'avérer qu'il va faire la découverte de l'existence d'un impossible, par l'intermédiaire d'une mission, du fait qu'il va faire la découverte qu'un répliquant a donné vie, donc a pu créer la vie, et on ne sait pas ce qui est devenu l'enfant, et évidemment ça pose un gros problème, parce que si ça venait à se savoir, ça risquerait de créer le soulèvement des répliquants. Ça me fait penser un peu à une autre série de films. Bref, et du coup, par peur d'une guerre à venir, le chef de cette section de police décide de donner au Blade Runner pour mission de détruire toutes les preuves, et s'il trouve l'enfant, du moins il faudrait qu'il trouve l'enfant et qu'il l'exécute. Seulement, plus notre enquêteur notre Blade Runner qui est joué par Ryan Gosling, va creuser cette affaire, et plus il va se sentir troublé à la fois par cette affaire sur laquelle il travaille, mais également sur des éléments du passé de sa vie qui vont lui apparaître d'une certaine manière, sans trop spoiler, et du coup il va se mettre à se poser beaucoup de questions, et également le fait qu'il est amoureux d'une espèce de programme holographique, d'une IA, qui, elle, va l'encourager sur ce chemin et l'aider à essayer de comprendre qui il est réellement. Du coup, on a d'un côté un répliquant Blade Runner qui chasse ses confrères, qui a une mission qui le dérange, mais également qui est en quête de ses propres origines. Et tout ce chemin-là va l'amener évidemment à se retrouver au milieu d'une guerre entre les forces de l'ordre qui ont évidemment un problème avec les répliquants, également avec des répliquants qui cherchent à se soulever et à mener une guerre pour avoir leur propre liberté et leur comment on dit déjà, leur indépendance, oui. Et de l'autre côté, il y a également une entreprise qui a repris l'ancienne entreprise qui créait les répliquants, et cette entreprise-là qui est dirigée par le type, il s'appelle comment déjà? Non, l'acteur c'est Jared Leto, mais voilà, le personnage Wallace, qui a repris l'entreprise qui créait les répliquants à l'époque. Évidemment, depuis, les répliquants ont évolué et non plus de durée de péremption, et cette fois-ci, ils peuvent vivre bien plus longtemps, et ce fameux patron qui gère cette entreprise cherche à créer le répliquant parfait, le répliquant ultime, avec toutes les caractéristiques génétiques propres aux humains, et évidemment, lui aussi, il traque ce fameux enfant possible entre répliquants pour éventuellement le disséquer afin de découvrir comment il a été conçu,
pour pouvoir ensuite reproduire ces fameux répliquants à lui à la perfection. Donc ils ont chacun leur propre, il y a plusieurs clans, ils ont chacun leur propre objectif. Et du coup, notre héros, répliquant qui chassait ses confrères, va se retrouver au milieu de tout ça et va se retrouver un peu pris au piège. Également, il va être amené à croiser l'ancien Blade Runner, celui du premier film, qui est joué toujours par Harrison Ford, mais en plus vieux. Évidemment, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'années entre les deux films. Beaucoup de questions vont se poser et d'un côté il va être la question de sauver, de préserver l'enfant mystérieux, et d'un côté il va y avoir également les conflits et à savoir qu'est-ce qui compte le plus réellement pour notre héros, sa propre existence ou plutôt le destin d'une personne unique. Comment ? Non, pas d'Émilie Poulain. Le destin d'un être unique, et du coup il va se retrouver mené à faire des choix et à devoir soit accomplir sa mission, soit se ranger du côté de l'autre côté, en fait, du côté des répliquants, mais qui veulent sacrifier certains personnages pour préserver leur conflit, ou alors est-ce qu'il va devoir pas plutôt se joindre à Descartes et du coup à l'aider pour réunir sa famille. Donc il va devoir faire un choix très important, quitte à devoir laisser derrière lui sa propre identité. Donc voici un petit peu de quoi parle ce second film, qui est évidemment très intéressant. Alors évidemment il n'a pas cet emblème, cette aura mythique qu'avait le premier Blade Runner. Néanmoins il reste très intéressant, et pour moi il est une suite des plus acceptables, donc vraiment très acceptable. Je trouve que ça respecte assez bien l'univers et l'histoire de Blade Runner. Le réalisateur il a plutôt été très correct. Après, il y a juste un petit troll. Après, ça c'est juste mon point de vue, mais on avait évidemment, l'en parlait dans le précédent Parlons DVD. J'ai mes yeux qui me gênent un peu ce soir, avec des poussières dans les yeux ou je sais pas quoi. Ça m'a fait ça, c'est embêtant, et ça m'a brûlé les yeux tout à l'heure. Donc oui, donc je disais, il y avait eu des placements de produits pour diverses marques dans le premier film Blade Runner. Ça avait été dit sur plusieurs sites et autres, et apparemment le réalisateur avait également travaillé dans le domaine publicitaire avant le cinéma, donc c'est ce que j'avais pu lire. Là cette fois-ci il y a beaucoup moins de publicité présente, du moins c'est moins intrusif. Bon, on voit quand même à un moment donné le logo Coca-Cola en grand, mais sinon la seule vraie marque qui m'a fait le plus penser à un troll, c'est de revoir à nouveau la marque Atari. Alors évidemment, dans le premier film Blade Runner, il avait été sorti en 82. À cette époque, Atari fonctionnait encore assez bien, et du coup, on voyait de nombreuses fois le logo Atari dans le premier film Blade Runner. Sauf qu'un an plus tard, il y a eu crack du jeu vidéo en 83, et du coup, Atari s'est complètement effondré. Ce film-là, Blade Runner 2, donc 2049, est sorti longtemps après, et on voit encore le logo Atari, mais cette fois-ci, on le voit beaucoup plus grand affiché que dans le premier film Blade Runner, sachant que ce film-là est sorti longtemps après l'effondrement d'Atari. Donc pour moi, ça ressemble à du troll, mais du troll puissance ultime. Voilà, je tenais à le souligner. Sinon voilà, globalement j'ai bien apprécié ce film. Il est quand même un peu plus long que le premier film, mais j'ai passé une bonne soirée. Je l'ai trouvé très constructif, peut-être moins mythique par son aura que le premier film, néanmoins très, très intéressant, et pour moi il fait une suite acceptable. Donc voilà, franchement il n'y a rien à redire. On va lire quand même le synopsis qui est au dos. En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par Wallace Enterprise. L'officier K, Ryan Gosling, est un Blade Runner. Il fait partie d'une force d'intervention d'élite, chargée de trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être traqué et éliminé.
Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, Harrison Ford, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis 30 ans. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Le résumé est un peu tourné d'une certaine façon, mais c'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble quand même. Après, il y a des bonus. Blade Runner 101 2.6. Non, Blade Runner 101 2.6 documentaire inédit. De 2019 à 2049, 3 courts-métrages. Après 2036, Nexus Dawn. 2048, Nowhere to Run. 2022, Blackout. On les a pas regardés les courts-métrages, mais c'est un peu dommage. Je pense que c'est regrettable. Hein? Zou? Oui, j'ai entendu. Parce que sur les 3 courts-métrages, il y en a un qui s'appelle Blackout et ils font référence beaucoup au Blackout dans le film. Donc c'est un peu dommage qu'on les a pas vus, ces petits bonus. Alors, on va regarder maintenant la fiche Wikipédia. C'est parti. Blade Runner 2049, film de science-fiction américain réalisé par Denis Villeneuve, est sorti en 2017. Il fait suite au film Blade Runner réalisé par Ridley Scott, producteur de cette suite. Sorti en 1982 et adapté du roman Les androïdes et reptiles de moutons électriques de Philippe K. Dick. L'histoire de Blade Runner 2049 se situe 30 ans après les aventures de Rick Deckard et raconte les aventures d'un Blade Runner policier chargé de traquer les réplicants des androïdes créés à l'image de l'homme. Alors, et après il y a le synopsis intégral qui raconte tout. Préquel. Le scénario de 2049 fait référence à des événements comme le Blackout ou des personnages comme Wallace développés dans des préquels comme Blade Runner Blackout 2022, 2036 Nexus Dawn et 2048 Nowhere to Run. Fiche technique, budget 150 millions de dollars US, durée 163 minutes, genre science-fiction, néo-noir, action, thriller. Alors je sais pas c'est quoi le genre néo-noir, c'est la deuxième fois que je vois ça écrit, mais je vois pas ce que c'est. Je vais cliquer dessus, voir. Le néo-noir est un genre cinématographique post-moderne apparaissant dans les années 70, reprenant les codes des films noirs très populaires jusqu'aux années 60. Mais quel rapport avec Blade Runner? Je comprends pas trop. Après, sur ce type de films qui sont référencés, j'en ai vu quelques-uns. De ceux que j'ai pu voir, alors il y a Blade Runner forcément, Seven, Bienvenue à Gattaca, que j'avais bien aimé, Payback, Memento, A History of Violence, Shutter Island, Blade Runner 2049. Ouais, j'en ai vu une poignée de films, mais je sais pas, le nom du genre est assez inhabituel. Alors, autant pour certains films comme Sin City, je crois, qui est en noir et blanc, il y a des films qui reprennent ce code-là, mais autant pour d'autres films, j'ai l'impression qu'ils confondent un peu le néo-noir avec le cyberpunk. Bon, après. Alors, sorti aux États-Unis le 3 octobre 2017 en première à Los Angeles, puis après le 6 octobre 2017 en sortie nationale. Sorti en Belgique, en France et en Suisse le 4 octobre 2017, au Canada le 6 octobre 2017. Casting, on y retrouve Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hux, Robin Wright, je sais pas comment on prononce, Mackenzie Davis, Carla Jury, Lenny James, David Bautista qui joue également Drax dans Les Gardiens de la Galaxie par exemple, mais il joue aussi dans plein de films. Jared Leto qui joue le sinistre Joker dans l'oubliable Sinister Squad, ou encore un film Morbius, je crois, assez oubliable, je crois également chez Marvel, mais je ne l'ai pas encore vu ce Morbius. Mais je crois qu'avec les super-héros chez DC Comics et chez Marvel, il semble très maudit, Jared Leto. Alors, ensuite, il y a également Mark Arnold, David Dastmalchian, Barkhad Abdi, Yamba Abbas, Wood Harris, Edward James Olmos, Thomas Lemarquis, Salis Hamsen, Krista Kossonen, Elarika Johnson, Lauren Petta. Voilà, et Rachel pour les archives capture de mouvement CGI. Après, il y a un paragraphe sur la jeunesse, développement, attribution des rôles, tournage, musique, référence au film original.
De nombreuses références au film Blade Runner sont présentes dans le film de 2017. En effet, de nombreuses publicités sont visibles dans le film pour les mêmes entreprises qu'à l'époque. On retrouve Atari, Coca-Cola Company, Panam, etc. Malgré parfois leur disparition dans le monde réel, la marque Peugeot est-elle aussi mise en avant, par exemple, comme constructeur fictif de spinners. J'avais même pas capté qu'il y avait Peugeot. Des scènes particulières du film font aussi clairement des parallèles à l'ancien film au moment de la mort de... Ah oui, là après je vais pas dire qui pour pas spoiler. Qui rappelle la mort de Roy Batty, un combat final sous la pluie. Les scènes des premiers retraits de répliquants, la proximité entre les personnages de Mariette et de Pris, ou encore les références aux yeux, le gros plan sur l'iris d'un œil et les numéros de série sur cet organe. L'arme utilisée par Descartes est aussi volontairement la même dans les deux films, l'ancien Blade Runner l'ayant conservé durant 30 ans. Références littéraires. Des références à la littérature sont également faites, par exemple à Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe Cadic par l'intermédiaire d'un origami de gaffe en forme de mouton, ou à Feu pâle de Vladimir Nabokov, dont un extrait est récité par K lors de ses tests d'alignement. Le nom de l'officier K fait manifestement référence au Joseph K du procès ou à K du château de Franz Kafka, ou à l'initiale de Kindred, deuxième prénom de Philippe Cadic tout simplement. Le film fait aussi plusieurs références à Philippe Cadic lui-même. Par exemple, lorsque K consulte des archives, il se rend compte que l'enfant qu'il recherche a une jumelle décédée. Or, il se trouve que Philippe Cadic a eu aussi une sœur jumelle morte de sous-alimentation quelques semaines après sa naissance. Après, ça parle du test d'alignement. C'est vrai que c'était un peu étrange le test d'alignement dans le film. On a eu du mal un peu à comprendre tout ça. Piano et atmosphère apocalyptique. Oui, c'est vrai que, comme l'a souligné Zoot pendant le film, des fois on avait l'impression que le film était en partie un monde post-apocalyptique, comme un peu du Fallout. Notamment la scène à Las Vegas qui est complètement polluée et radioactif au passage. Après ça parle de l'univers de Ridley Scott, portée philosophique, la sortie, promotion, accueil critique. Alors on va passer rapidement sur les notes. Alors Metacritic 81 sur 100, Rotten Tomatoes 87%, Allociné 3,5 sur 5. Après c'est une compilation de critiques de presse allant de 5 sur 5 par les Inrecuptibles à la plus mauvaise note 1 sur 5 par les Cahiers du cinéma. Box office, distinction, donc il y a eu des récompenses, j'ai l'impression. Le film remporte 2 statuettes, l'Oscar des meilleurs effets visuels et celui de la meilleure photographie. Bon, le DVD, on l'avait acheté à Noz, alors je sais plus si c'était à l'unité ou dans un coffret où il y avait plusieurs DVD. Dans tous les cas, que ce soit en coffret ou à l'unité, c'était pas cher puisque c'était à Noz. En Noz, généralement, un DVD américain, c'est dans les 99 centimes. Si c'est dans un coffret, ça doit être dans les 2-3 euros, voire 4 euros max. Là, j'ai regardé sur Amazon pour vous donner une idée du prix quand c'est vendu tout seul. Expédié vendu par Amazon, le film Blade Runner 2049 est à 6,29 €. C'est un prix assez correct. Et puis c'est vrai que c'est un film qui n'a pas non plus le même aura que le premier film, et donc forcément il paraît moins culte et il est donc moins recherché, ce qui veut dire que forcément Amazon a dû baisser un peu le prix s'ils veulent arriver à le vendre. Donc voilà, ça me semble tout à fait crédible. Je connais pas la cote réelle, mais je pense que 6,29 € expédié vendu par Amazon, ça me semble un prix très crédible. Voilà. Rien de plus à rajouter, donc plutôt un film sympathique. Enfin sympathique non, c'est pas un film très gai. On sourit pas, on rigole pas dans le film. Mais voilà, ça reste un film assez cool. Ma foi, j'ai passé une bonne soirée dessus. Ça reste une suite correcte. C'est pas toujours facile de faire une suite, surtout sur un film culte. Je trouve que l'exercice est plutôt bien réalisé. Je vois pas comment on aurait pu tourner le film autrement, donc voilà. C'est plutôt cool. Mais évidemment, il vaut mieux avoir vu d'abord ce film-là, Blade Runner. Après, pas forcément la version Director's Cut. Ça peut être également, je pense que les 2 meilleures versions qui ont été faites sur le premier Blade Runner officiellement, ça va être la Director's Cut et la Final Cut. Je crois que c'est les seules versions qui sont conservées. Il me semble, après, si je dis pas de bêtises. Voilà, rien de plus à rajouter. Donc sur ce, donc je vous dis à très bientôt, un bon week-end, et puis prenez soin de vous. Et dans pas longtemps, je serai en live sur toujours la même chaîne, mais sur la PS5. Je pense que ce soir, je jouerai un petit peu
au jeu de zombies Dead Island 2. À très bientôt, salut. Au revoir.